Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction d'avions. Myriam Cormouls est enseignante à l'ENAC, elle est championne de France de voltige niveau élite et elle a construit elle-même 2 avions. Alors Myriam m'a transmis une documentation avec plein d'explications et plein de photos, d'images sur comment elle a construit ces avions. À partir de cette base, je vais essayer de vous expliquer comment, selon Myriam, on peut soi-même construire un avion, et pas n'importe quel avion, un avion de voltige, donc un avion soumis à des contraintes très fortes. Alors bien sûr, il y a de multiples technologies de construction. Les avions, on peut les construire en bois, en métal, en composite. Là, on va parler uniquement des avions en bois, puisque Myriam construit justement de tels avions. Alors, quel bois choisir? Eh bien, c'est pas n'importe quel bois, ce sont des bois aéronautiques. Alors, il y a le pin d'Oregon, par exemple, et puis il y a aussi le spruce, qui est en fait de l'épicéa. Donc, une fois qu'on a ces bois, comment on va les faire tenir ensemble? Eh bien, en fait, on ne va pas les visser, on ne va pas les clouer, on va les coller. Alors avec quelle colle? Bien sûr, il s'agit d'une colle aéronautique. Donc ce sont des colles spéciales. Myriam utilise par exemple la colle RLF 185, qui est la seule colle certifiée en France et qui peuvent s'acheter chez des fournisseurs spécialisés. Alors bien sûr, il faut respecter les temps de pause, il faut respecter des conditions de température et d'humidité en atelier. Voilà, ça veut peut-être dire que l'atelier, il faut éventuellement le chauffer. Les pièces qui subissent des efforts les plus importants, on va les fabriquer en métal. Alors il y a plusieurs métaux, hein. Il y a l'acier, il y a l'aluminium. On peut aussi utiliser parfois du composite pour les trains d'atterrissage, mais ça c'est plutôt réservé à la construction industrielle. Les attaches de commande ou de gouverne, on va les réaliser en aluminium ou bien en acier. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la construction d'un avion particulier, c'est le CP90. Et c'est un avion donc de voltige, c'est un avion qui est capable d'aller jusqu'à plus 6G et moins 3G, donc d'endurer 6 fois la gravité ou moins 3 fois la gravité à 500 kg. C'est un avion dont le constructeur est Claude Piel, on le connaît parce que c'est aussi à lui qu'on doit le Cap 10, qui est un avion de voltige de référence. Les fuselages, comment on va les constituer? On va réaliser un treillis de bois avec des cadres. Et tout ça, on va le renforcer avec des goussets et des coffrages. Donc ça va nous donner une base de section rectangulaire avec un carénage qu'on va rajouter sur la partie supérieure. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce vocabulaire, je vais essayer de préciser les termes. Le fuselage, en fait, c'est le corps de l'avion et ce qu'on appelle les goussets, c'est des planches obliques qui permettent de tenir des cadres, par exemple. On peut parler également des ailes. Alors les ailes, elles comportent un longeron principal. Un longeron, c'est une grande pièce en bois qui permet d'apporter la résistance de l'aile. Et cette aile, elle est vissée au fuselage, donc vissée au corps de l'avion. Alors évidemment, on comprend que là, il va falloir faire attention parce que c'est un endroit où il va y avoir des fortes contraintes, des fortes pressions. On va en parler ultérieurement dans cette vidéo. À l'arrière de l'aile, on a un autre longeron, voilà, et qui est donc également attaché au fuselage. Et puis après, on a des nervures. Alors les nervures, c'est des pièces en bois qui adoptent le profil de l'aile et que l'on va donc poser comme ça en parallèle tout au long de l'aile pour que l'aile elle ait le profil que l'on souhaite. Bon, et puis il y a aussi des nervures qui sont dédiées aux gouvernes, par exemple au volet, et qui sont donc au niveau du bord de fuite ou du bord d'attaque selon le cas. Comment on va construire un fuselage? On va assembler 2 flancs de fuselage qu'on va construire à plat. Donc on commence
pour les dimensions par se forger un gabarit. Et ensuite, eh bien, on va avoir une table sur laquelle on va pouvoir poser la construction que l'on veut fabriquer. On appelle ça une table de montage. Donc sur cette table de montage, on va tracer l'emplacement de chaque baguette et de chaque longeron que l'on va vouloir assembler. Il y a une pièce qui est particulièrement importante, c'est le longeron droit qui fait toute la longueur des flancs de fuselage. Parce que c'est la ligne de référence de l'avion. Donc sur cette photo par exemple, eh bien, on voit bien les deux longerons droits et puis ces pièces en zigzag, en fait, ce sont les goussets qui sont maintenus également. On voit qu'il y a des petits taquets qui permettent de bien les positionner. Eh bien, on va coller tout cela ensemble. Voilà. Ensuite, on va rajouter du contreplaqué. Alors, vous voyez que là, le contreplaqué, il est posé à 45 degrés par rapport au longeron. Hein. C'est du contreplaqué de 2 mm d'épaisseur. Et on va en fait superpositionner 3 contreplaqués et on va les croiser à 90 degrés. Alors, ce sont des découpes qui ne sont pas forcément faciles à réaliser parce que vous voyez que ce sont des grandes plaques de contreplaqué dans un petit atelier, couper ces panneaux à 45 degrés. Ça fait beaucoup de chutes que l'on peut récupérer justement pour fabriquer les petits goussets. Et alors me direz-vous, comment est-ce qu'on fait tenir ces collages? Eh bien, par des agrafes. En fait, le temps que la colle prenne, on met des agrafes. Ça prend plusieurs heures aux températures ambiantes. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait les agrafes? On les enlève. On fait pareil avec les cadres. Alors vous voyez que sur les cadres et les cavités, qu'est-ce qu'on va faire? On va vernir ces cavités. En fait, de manière générale, tout ce qui n'est pas collé est soit entoilé, soit verni, soit peint. Donc là, dans le cas présent, on a 3 cadres qui sont assemblés spécifiquement et séparément. On a le cadre numéro 1 qui est une cloison pare-feu sur lequel on va visser le bâtimoteur. On a le cadre numéro 2 sur lequel on va voir les attaches principales de l'aile. Et on a le cadre numéro 3 qui est dit cadre de dossier qui lui va recevoir aussi des attaches de l'aile mais les attaches arrière de l'aile. Voilà. Et en plus des 3 cadres, on a les tombeaux. Alors c'est quoi les tombeaux? C'est la pièce de bois qui est complètement à l'arrière de l'avion. Et donc on va fixer toutes ces pièces à l'aide de cadres et de croisillons. Alors pour ce faire, le fuselage en fait on le pose à l'envers sur la table de montage et on va donc ainsi pouvoir fixer toutes ces pièces. Alors comment est-ce qu'on fait dans le cas particulier de la fixation des ailes? On comprend bien que le point où les ailes s'attachent au fuselage, c'est un point très sensible. Donc il faut des attaches très très fortes, surtout quand on veut faire encaisser du plus 6G ou du moins 3G à un avion. Alors on va utiliser du coup un bois très dur et c'est quoi ce bois? C'est le frêne en fait. Voilà. Donc c'est un bois qu'on va utiliser pour tous les passages de boulon où on a un effort important qui s'exerce. Ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est que les croisillons et les longerons, ils sont en spruce, c'est-à-dire de l'épicéa, et l'arrière se resserre et collé sur les tombeaux, la pièce arrière de l'avion. Et bien là-dessus, on va pouvoir poser un coffrage. Alors ici, c'est de l'okoumé de 1,6 mm sur le dessus du fuselage. Sur le dessous du fuselage, on va vouloir accrocher le train atterrissage. Là aussi, on a des contraintes fortes puisque il va falloir encaisser l'atterrissage. Donc, il faut des pièces dures. Et ce qu'on va utiliser, c'est des cales en frêne qui vont être posées et fixées sur ce fuselage en dessous. Et on va avoir un coffrage en contreplaqué, on va utiliser du bouleau pour ça, qui va renforcer le maintien de ces cales. Ça évitera qu'on perde une roue à l'atterrissage. Ensuite, on va pouvoir poser un plancher.
Et eh bien, on va maintenant pouvoir retourner le fuselage puisque on a renforcé l'assemblage qu'on a constitué. Et donc, on va s'intéresser maintenant à la partie supérieure de l'avion. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette photo, ici, le plan fixe de direction a été fabriqué avant le fuselage, hein. Donc, c'est ce que vous avez sur la partie gauche de la photo. C'est le début de la gouverne de direction et c'est ce que ça constitue, ce qu'on appelle donc les tombeaux. C'est cette pièce arrière du fuselage. Sur le dessus de l'avion, qu'est-ce que l'on met? Ben, on va poser ces arceaux, en fait, on appelle ça des cintres. Et ces cintres, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à soutenir le coffrage que l'on va pouvoir poser sur le fuselage. Myriam a construit deux avions, le Joker et le Pinocchio CP90. Combien de temps il lui faut pour concevoir et construire le fuselage? Ben, ça dépend de l'avion. Sur le Joker, il lui a fallu 450 heures de travail. Sur le Pinocchio, qui est plus léger, qui a donc moins de coffrage, eh bien, il a fallu moins de temps. Ensuite, on va réaliser l'empennage de l'avion. L'empennage, je vous rappelle que c'est la queue de l'avion, hein. Ce sont l'ensemble des plans fixes et mobiles qu'on a à l'arrière de l'avion et qui permettent d'assurer une stabilité à l'avion. Eh bien, pour réaliser ces empennages, de quoi on a besoin? Ben, à nouveau, on a besoin de nervures. Donc ces nervures, eh bien, on va les fixer aux différents plans de la queue de l'avion. Là, ben, il se trouve que Myriam a fabriqué ces pièces avant le fuselage et ainsi ça lui permet de les disposer sur les tombeaux. Donc là, vous voyez cette photo, l'assemblage des nervures et des bords d'attaque ou de fuite. Ce qui est particulièrement difficile, c'est d'aligner parfaitement l'ensemble. Donc il faut réussir à prendre une bonne référence verticale horizontale, c'est pas toujours facile. Ensuite on passe un coup de rabot, une règle à poncer. Ce qu'on va faire, eh bien, on va coffrer l'ensemble avec du contreplaqué Dokkume comme celui qu'on utilise pour le fuselage, mais on va laisser une partie ouverte pour permettre l'inspection de l'avion, puisque pour que l'avion puisse voler, il faut qu'il y ait une certification d'un organisme qui s'appelle l'OSAC, et donc pour qu'il puisse vérifier, il faut que eh bien, tout ne soit pas coffré et qu'il puisse regarder le plan de profondeur, cette partie horizontale à l'arrière de l'avion. On va la caler par rapport au fuselage. Là, on va avoir un angle de 2 degrés pour le Pinocchio ou de 2,5 degrés pour le Joker par rapport à la ligne de référence du fuselage. Les gouvernes sont montées pour la fabrication des commandes de vol. Alors des fois c'est pas facile parce que les plans de commande que l'on a, dont on dispose, ne donnent pas toutes les bonnes dimensions, donc il faut tout mesurer durant le montage. La plupart des commandes, elles sont soudées. Alors on les soude avec du chalumeau ou du TIG, hein, c'est la soudure à l'arc. Et ce sont des tôles qui sont très très fines, hein, de l'ordre de 1 à 2 mm. Alors parfois, il y a besoin de faire appel à un soudeur qualifié, expertisé, pour réussir ça. Voilà. Plus une tôle est fine et plus elle est compliquée à souder. La résistance de l'aile, on l'a vu, elle est assurée principalement par le longeron avant, cette grande pièce en bois solide. Et dans le cadre d'un avion de voltige, évidemment, il faut que cette pièce soit très massive. Et elle fait l'objet, par exemple, d'une visite particulière de l'OSAC. Voilà. Donc, dans le cadre, par exemple, de l'avion Joker de Myriam, eh bien, elle a dû préparer un gabarit de 8 mètres de long pour pouvoir assembler ce longeron. 8 mètres, ça rentrait dans l'atelier avec un chausse-pied. Ça a l'air de rien, mais tourner des vidéos comme ça prend un temps fou. Alors j'ai commencé ce matin en t-shirt, maintenant c'est le soir, du coup j'ai mis un pull. Je reviens à ce que j'étais en train de vous raconter. Alors, si on regarde maintenant le longeron de profil, qu'est-ce qu'on voit? Comment il est constitué? Eh bien en fait, on a deux semelles. C'est quoi les semelles? Ben, ce sont ces planches qui sont collées les unes aux autres
Hein, vous voyez cette photo, il y a 5 planches d'un côté et il y a 3 planches coulées de l'autre. Et entre ces deux semelles, qu'est-ce qu'on a? On a ces carrés avec un rond au milieu, on appelle ça des diaphragmes. Donc le longeron, c'est l'ensemble de tout ça. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 5 planches sur une semelle et il n'y a que 3 planches sur l'autre semelle? Pourquoi? Eh bien parce que lorsque l'on comprime, eh bien, le bois il est plus fragile quand il est en traction, donc il faut en mettre plus. Voilà. Et après, eh bien, on arrive au moment de vérité, le moment qui craint. C'est le moment où on va pouvoir montrer notre beau longeron à l'OSAC, je vous rappelle l'organisme de certification. Donc on va tout bien raboter, tout vernir, on va laisser le longeron ouvert pour qu'il y ait inspection et si l'inspection se passe bien, eh bien le longeron il est classé voltige et on a gagné. Après la visite de l'OSAC, on va vernir l'intérieur et puis on va poser la deuxième face. On referme le tout. Et après, eh ben, c'est comme pour les empennages, on va poser les nervures. Donc je vous rappelle, les nervures, il faut les poser bien parallèles, mais la difficulté qu'on a là sur l'aile qu'on n'avait pas tout à l'heure sur les empennages, c'est que eh bien, l'aile elle a un dièdre. Donc il y a un angle et ça devient très difficile de bien caler au dixième de degré près ces nervures. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien on va utiliser toutes sortes d'outils, fil à plomb, niveau à bulles, visée laser, des fils tendus, des cordes, des grands profilés, plein de choses. Mais au bout du bout, eh bien, on veut avoir ces nervures parfaitement verticales, parfaitement parallèles, et puis on va pouvoir coller les becs de nervures, comme vous voyez là. Ensuite, on retourne le tout et on pose les queues de nervures, pareil, bien parallèles. Alors combien ça pèse tout ça au final? Eh bien, ça pèse 40 kg. Alors vous imaginez, à manipuler, eh bien, c'est pas facile. Bien, on a posé toutes les pièces, et bien, on va pouvoir coffrer, c'est-à-dire mettre du contreplaqué tout autour. Alors ce contreplaqué, on le pose à 45 degrés entre les deux longerons. On essaye de bien centrer, c'est pas facile. Et là, si vous avez bien suivi, avant de tout fermer, avant de tout coffrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut appeler l'OSAC. Encore une fois, l'OSAC vient avant que l'aile soit fermée pour s'assurer que tout convient à l'aile de cet avion. Les volets, les ailerons ont été fabriqués entre temps. On a fabriqué aussi tous les supports, les commandes, les attaches des sièges, les ceintures, tout ça. Évidemment, il n'y a rien de tous ces équipements qui existent dans le commerce, donc il faut tout créer soi-même, c'est pas simple. Pour le Joker, le mec qui a conçu l'avion, il avait quand même proposé des plans qui pouvaient être réalisés sans outillage particulier. Voilà. Donc là on voit le Joker, il a des volets par exemple. L'hélice étant prise directe sur le vilebrequin, il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas de circuit d'eau, il n'y a pas encore moins de gestion électronique du moteur et l'allumage est complètement indépendant de la batterie. On va donc installer ce moteur et le capot qui va avec. Là on voit sur la photo qu'il y a une tôle en inox qui est installée sur le cadre numéro 1 qu'on a vu au début de la vidéo. Côté moteur, à quoi ça sert? C'est une protection contre les incendies. Généralement on double ça avec un isolant thermique. Alors ce qui est vraiment difficile, c'est qu'il faut imaginer que dans cet espace sous le capot moteur, il va falloir mettre les déflecteurs, les capteurs, l'échappement, le circuit de l'alternateur, le démarreur, le circuit d'essence, le carburateur, le filtre à air, les commandes du moteur, le réservoir de liquide de frein, le chauffage cabine, les conduites externes d'huile, un radiateur d'huile, tout ça dans un espace petit qui est un petit capot moteur. Et c'est souvent pas gagné et puis il faut s'y reprendre plusieurs fois pour réussir à faire tout rentrer. Pour la verrière, en quoi elle est faite la verrière? Elle est faite en plexiglas. On peut même utiliser de l'altuglas, ça c'est le haut de gamme du plexiglas. En fait, ce haut de gamme, l'avantage c'est qu'il ne se fissure pas. Parce que le problème du pare-brise, c'est quand il se fissure, surtout en voltige. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne visse pas un pare-brise, on le colle. Le capot moteur, lui, il est fait en résine époxy et fibre de verre. Alors c'est possible aussi d'utiliser de la résine polyester qui est moins chère, mais qui n'est pas très résistante. Il y a des avions qui ont des capots en aluminium.
Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment faire un capot moteur, ça prend beaucoup d'heures de travail. Que c'est très difficile d'obtenir une finition correcte. Ça a demandé beaucoup de temps à Myriam pour le capot du CP90. Pour le Joker, elle a fait plus simple. Elle a acheté un capot qui est destiné à un autre avion. Puis après, elle a dû l'adapter. Les réservoirs carburant, ils sont en aluminium. L'avantage, c'est que l'aluminium, ça supporte tous les types de carburant. Là, en aéronautique, on utilise du 100 LL. Et puis, on peut les souder, mais là encore, il faut faire appel à un soudeur qualifié. Sinon, on peut aussi les rifter collés. Alors, une tôle de réservoir carburant, c'est très fin. Ça fait de l'ordre de 1 à 1,5 mm seulement. Alors après, c'est vraiment là que commence l'enfer des petites pièces à créer et à monter. Il va falloir installer le train d'atterrissage, les sièges, les ceintures, les trappes de visite, des raccords fuselage train, le circuit frein, etc. C'est plein de références, de raccords, de visseries. Et surtout, ce qui rend la chose vraiment complexe, c'est les problèmes de métrique. C'est-à-dire que, eh bien, c'est pas les mêmes mesures. Il y a des mètres américains, des pouces, des onces, des pintes, des kilos, des NPT, des JIC, des Fahrenheit, des Celsius, etc. C'est ultra compliqué du point de vue des conversions. Et puis après, il faut commander l'hélice. Alors là, l'hélice, c'est réalisé sur mesure par un héliциer. Ça ne se fait pas soi-même. Comment est-ce qu'il fait l'héliциer? Il va tenir compte du poids de l'avion, de la puissance du moteur, des vitesses attendues. Voilà. Les trains atterrissage, ça peut s'acheter également en fonction du modèle d'avion. Hein. Par exemple, pour le Pinocchio, Myriam a utilisé un train tout simplement de Cap 10. Alors, c'est un train classique, hein, donc eh bien, on va compléter le train principal par une roulette de queue avec un amortisseur. Et ça se trouve très bien chez les fournisseurs de pièces. Bon voilà, on a fini les gros travaux. On va maintenant pouvoir faire l'installation électrique, les radios, les instruments de bord. Alors qu'est-ce qu'il faut comme instrument obligatoire sur un avion de voltige? Là, vous avez sur la photo ce qu'il faut. Donc vous pouvez reconnaître qu'il y a un indicateur de vitesse, d'altitude, de dérapage, un accéléromètre, un compas magnétique, des instruments moteurs dont le compte tour pression d'huile, température d'huile, indicateur de charge, batterie, jauge à carburant, et tout ça doit fonctionner. Quand on a terminé les travaux de menuiserie, les coffrages, l'installation de support, tout ça, eh bien on va s'occuper de l'entoilage et de la peinture. Alors, toutes les parties entièrement coffrées doivent être entoilée. Pourquoi? Parce que la toile, elle protège et elle rend étanche les surfaces en contreplaqué. C'est quand même du bois. Et sinon, elle se dégraderait très rapidement, ces planches de contreplaqué. Donc la toile, on va la découper et puis on va la coller sur les surfaces. Les toiles sont synthétiques. Elles sont thermorétractables. Ça veut dire qu'une fois qu'elles sont collées, comment est-ce qu'on va les tendre? En les chauffant. Pour que la tension de la toile soit maintenue, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un enduit de tension. Et l'autre intérêt de cet enduit, c'est qu'il va assurer l'étanchéité. Voilà, notre avion il est entoilé, il reste à le peindre. Alors qu'est-ce qu'on utilise? Ce sont des peintures en polyuréthane bicomposant. Et on les applique au pistolet. Alors ça veut dire que l'atelier, il faut l'aérer, hein, parce que sinon on est complètement asphyxié. Et puis il faut porter un masque. Voilà. Il faut aussi faire attention à ne pas mettre trop de peinture, parce que sinon, comme la structure elle est souple en dessous, eh bien la peinture elle finirait par craquer avec le temps. Voilà, on a fini l'avion. Il faut peut-être pouvoir voler. Ah ouais, mais si on n'a pas pensé à construire l'avion sur un aérodrome, il va d'abord falloir le déplacer. Et pour déplacer un avion volumineux, il faut un transporteur. Et le premier truc qu'il faut faire, c'est démonter l'avion. Le problème du moteur, c'est que ça coûte très cher. Pour donner une idée, le prix d'un moteur Lycoming neuf de 180 chevaux, c'est le prix d'un petit appartement. Alors quand on n'a pas ces moyens, on prend un moteur d'occasion. Mais là, ça devient difficile de trouver un moteur d'occasion qui a peu d'heures. Donc, on prend un moteur d'occasion qui a des heures. Et donc, il va falloir le réviser avant de le mettre en service. Alors, suivant les cas, on peut
mettre plus ou moins de temps pour faire soi-même les travaux de révision, ou alors on peut confier entièrement la révision à un professionnel. Bon alors, dans tous les cas, si vous achetez un moteur, il faut se méfier des moteurs vendus révisés s'ils ne proviennent pas d'un professionnel. Parce que on ne sait pas trop ce que ça vaut en fait. Il vaudrait mieux acheter un moteur en fin de potentiel, puis le faire réviser, comme ça on sait où on en est. Voilà, mais ceci dit, ça n'empêche pas d'avoir de mauvaises surprises au démontage sur l'état de toutes les pièces à l'intérieur. Elles peuvent être usées, corrodées, il faut les changer, et ça coûte un fric fou. C'est fou tout ce qu'il y a comme pièces détachées dans un avion. C'est moins lourd, mais qu'est-ce que ça prend comme place? Voilà, le montage final est effectué. Et ben, on va pouvoir faire des essais. Alors, on procède à des points fixes pour tester l'installation du moteur. On procède également à un certain nombre de contrôles pour vérifier que tout fonctionne bien. Et lorsque l'avion est prêt à voler, qui c'est qui revient? Eh ben, c'est l'OSAC à nouveau, l'organisme certificateur, qui effectue la dernière visite. Et le compte-rendu de cette visite autorisera ou non les premiers vols. Voilà. Donc le constructeur, il doit fournir des documents comme une fiche de pesée par exemple qui montre le centrage de l'avion. Alors je vous rassure, on ne décolle pas tout de suite pour faire des loopings, hein. On va déjà faire des essais au roulage, des petits sauts de puce à la Clément Ader. Voilà, enfin si la piste est assez longue, on en fait plein. Et idéalement, il faut faire ça sur un aéroport avec une vraie piste assez longue. Mais une fois qu'on est assuré que ça y est, l'avion il est contrôlable au roulage, avec toutes les vitesses, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ça y est, on va procéder au vrai vol. Après toutes les heures qu'on a passées à construire cet avion, je vous rappelle 3000 heures de main d'œuvre. Et quand on a enfin le Saint Graal qui est l'accord de l'OSAC pour faire le premier vol. Alors là, dans un premier temps, on ne s'éloigne pas trop de la piste, hein. Faut savoir que les 15 premières heures de vol se font sous laissez-passer. Et puis encore plein de tests à faire, de distance de décollage, d'atterrissage, de passage des 15 mètres. Et puis encore, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Les vitesses de décrochage en ligne droite, l'endurance maximale, comment ça se comporte avec le vent de travers. Et puis voilà. Bref, il faut faire 50 décollages et atterrissage. Et ça, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le moteur, soit il est neuf, soit il est révisé, donc il est en rodage. Donc ça le fatigue le moteur. Quand tout ça c'est fait, qu'on a fait 15 heures de vol comme ça sous laissez-passer, et on envoie le compte rendu à l'OSAC. Et si tout va bien, on reçoit le certificat. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi plein de petits papiers et puis les livrets de l'avion. Voilà, on va pouvoir utiliser cet avion normalement. On va où on veut. La limitation à 30 km autour du lieu de départ n'existe plus. Donc on peut se promener, ça y est. On peut faire de la voltige si l'avion est classé voltige. Et je vous laisse avec Myriam aux commandes et sa mascotte. On va voir comment cet avion il se comporte.